processus d'insertion. Quelle est la place de l'artiste dans la prison et auprès de son personnel? Voilà la question centrale autour de laquelle va s'articuler notre discussion, à laquelle vont participer Tiiu, notre incontournable interprète, à ses côtés Hannele Martikainen, qui est metteur en scène. Vous avez fondé avec d'autres artistes l'association Taitu, on en a parlé déjà un petit peu ce matin, une structure spécialisée dans la mise en place d'actions culturelles liées au théâtre en prison. À ses côtés, l'incontournable Rita, Olivia Gay, qui est photographe. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises en prison, dont une fois cette année, en 2016, dans le cadre de l'action culturelle à la maison d'arrêt de Caen, quartier des femmes. Et le projet s'appelle l'Atelier de Soi. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. Et enfin, Myriam Kaldi, responsable du développement des pratiques et des publics au phare. Le phare est l'agence régionale qui a pour mission de mener un ensemble d'actions dans le domaine musical. Eh bien, on commence par vous, Myriam Kaldi. Prenez le micro. Le phare mène de nombreuses actions, notamment en direction de personnes sous main de justice. Concernant la relation entre structure culturelle et administration pénitentiaire, quelle est la nature de ces relations, de ces liens que vous entretenez avec l'administration des prisons? Alors, bonjour à tous. Le phare, en fait, est engagé à double titre auprès de l'administration pénitentiaire. On exerce donc un double rôle. Un rôle de structure conseil. On est identifié parce que l'on intervient depuis de nombreuses années en milieu pénitentiaire et donc on peut être sollicité en fait pour orienter et jouer un rôle de mise en réseau avec des structures culturelles, musicales qui soient compétentes. Donc dans ce genre de situation, en fait, on oriente vers des structures que l'on sait compétentes sur le territoire et on essaie de favoriser des partenariats de proximité afin que la structure culturelle qui soit invité à développer une action, soit en proximité géographique avec l'établissement, afin que l'action puisse se pérenniser sur le long cours. L'autre rôle du phare auprès de l'administration pénitentiaire, c'est d'être un opérateur et donc de répondre à des projets, de co-construire des projets, de répondre à des sollicitations. Donc nous n'avons pas de proposition sous forme de catalogue, on fait du sur-mesure à chaque fois. Donc le processus est un petit peu plus long, mais l'avantage de faire du sur-mesure, c'est d'engager et d'impliquer l'administration pénitentiaire dans l'élaboration des projets et leur mise en œuvre. Donc en fait, nous ne sommes pas directement en relation avec les établissements pénitentiaires. Parce que comme il a été expliqué ce matin, notamment par Isabelle, qui travaillait au Trident, en fait, en Normandie, nous avons donc des coordonnateurs qui travaille pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui lui a la compétence culturelle en France. Donc les établissements sont engagés dans la mesure où ils mettent à disposition des salles, ils évidemment facilitent la circulation des détenus dans les établissements, mais également peuvent autoriser les sorties de détenus lorsque l'on organise des sorties culturelles. Ils nous autorisent à faire entrer du matériel qui n'est pas toujours a priori autorisé en détention pour le déroulement des projets, autorise également à faire entrer des personnes, donc les artistes, les médiateurs culturels et autres. Mais tout cela, en fait, n'est rendu possible que par l'implication et le portage, en fait, de l'action par le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, à force de projets, on a réussi à créer un climat de confiance avec les établissements. Les exemples que je vais vous donner où on a fait entrer du matériel, donc j'ai pour exemple un groupe qui, pour jouer de la musique, avait besoin d'une perceuse. Donc faire rentrer une perceuse en détention, c'est a priori pas évident. Mais ce genre d'action en fait a pu être rendu possible en fait à force de projet. Et on est passé en fait d'un partenariat qui était un partenariat de projet à un partenariat en fait qui se pérennise dans le temps. On devient vraiment une structure ressource pour l'administration pénitentiaire. Parfait, on y voit plus clair. On va poursuivre avec les témoignages de deux artistes qui interviennent régulièrement en prison, l'une en Finlande, l'autre en France. On commence par la Finlande avec vous, Hannele Martikainen. Vous êtes, avec votre structure, vous menez des actions autour du théâtre en prison en Finlande dans le cadre de l'insertion de personnes suivies par le système pénitentiaire.
et également des actions de sensibilisation du secteur pénitentiaire finlandais au domaine du théâtre. Ça marche dans les deux sens. En quoi consiste votre approche, vos méthodes de travail au cœur du système pénitentiaire? Kiitos. Taittu ja minä ollaan tehty vuodesta 2008 vankiloissa sekä avo- että suljetuissa vankiloissa projekteja, teatteriprojekteja. Oui, Et on va passer le micro qui est là-bas, s'il vous plaît. Merci. Taito, donc l'association, et moi-même, depuis 2008 déjà, nous avons monté des projets aussi bien dans des prisons ouvertes que des prisons fermées. Ollaan tehty niitä sekä avo On va y arriver. avo- että suljetuissa vankiloissa. Meidän tapamme tehdä teatteria se perustuu aina siihen, että projekti huipentuu julkiseen esitykseen. Hirveän usein teatteri on tämmöisissä laitoksissa, puhumattakaan suljetuista laitoksista, se tähtää niin kuin sen keskiö ja painopiste on usein projektissa, ja siinä prosessissa eikä esityksessä, ja meillä ajatellaan niin, että se on tasapainossa. Eli molemmat ovat tärkeitä. Prosessi johtaa esitykseen, joka esitetään mielellään myös vankila ulkopuolella. Donc nous avons travaillé, comme je l'ai dit, dans des prisons ouvertes et également des prisons fermées. Et dans les projets, notre but, c'est toujours d'arriver dans un spectacle public, une représentation publique. Souvent, quand on travaille dans des établissements, le point fort est mis sur le processus, le projet qui mène quelque part. Et parfois, le spectacle est moins important, mais nous voulons avoir un équilibre. Donc, il y a un spectacle au bout, mais également le processus est très important. Vaikka toimitaan vankilassa ja vankilan sääntöjen mukaan, niin meidän periaatteisiin ja arvoihin kuuluu se, että emme työskentele vankien kanssa, vaan ihmisten kanssa. Eli me ei olla kauhean kiinnostuneita siitä, miksi he on vankilassa tai että he on vankeja, vaan fokuksessa on koko ajan, mitä tehdään ja miten tehdään. Donc, nous travaillons en prison en respectant les règles de la prison, mais en même temps, nous voulons garder nos propres principes et nos valeurs. Et pour nous, les valeurs, ça veut dire que nous nous occupons pas tellement des détenus, mais des personnes, des êtres humains. Nous demandons pas pourquoi ils sont détenus et pourquoi ils sont en prison, mais par contre, la question que nous nous posons, c'est comment ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Se vapauttaa meidät tekijät myöskin, koska vankilahan sehän tarkoittaa, että jokainen siellä työskentelevä tai rangaistustaan suorittava on jonkinlaisen pakkovallan alla. Ja jotta pystyttäisiin tekemään korkeatasosta, myöskin semmoista uutta vuorovaikutusta luovaa ja mielenvapautta luovaa korkeatasosta teatteria, niin meidän pitää myös vähän vapautua tekijöiden siitä ajatuksesta, että nyt muuten ollaan vankilassa. Et donc la prison en tant qu'environnement, c'est forcément un environnement qui pose des contraintes. Mais nous voulons nous concentrer sur les êtres humains et ça permet de libérer pas seulement les détenus, mais également nous-mêmes. Parce que quand on est en prison, même si on fait partie du personnel ou on est détenu, ou on est un intervenant extérieur, il y a quand même des contraintes qu'on sent. Et donc pour pouvoir faire quelque chose de haute qualité, avoir une relation de réciprocité et faire du travail de haute qualité, il faut pouvoir se libérer. Myöskin me ollaan tehty itse asiassa kaksi viimeistä
3 esitystä suljettuun vankilaan, joista 2 on tehty myöskin vankilan esitykset vankilan ulkopuolelle, johon kuka tahansa on voinut ostaa lippuja. Joku on saanut toki vapaaliputkin, mutta sinne on voinut tulla omaiset ja normaali teatteriyleisö, siis ammattiteatterin näyttämölle, joka on tietysti vaatinut meiltä aika isoa luottamusta sekä henkilökunnan että esiintyjien että meidän työryhmän kesken. Et les 3 derniers projets en prison fermée, en fait, il y en a 2 qui, au bout, étaient représentés à l'extérieur sur une scène d'un théâtre professionnel. Et donc, n'importe qui, bon, bien sûr qu'il y avait des tickets qui étaient donnés aux proches des détenus, mais également n'importe qui, une personne qui veut aller au théâtre, pouvait acheter des tickets pour venir voir le spectacle. Et donc, ces projets demandaient un effort considérable au niveau de la confiance, aussi bien de la part du théâtre, des professionnels du théâtre, que de la part du personnel de la prison et des détenus. Esitys valmistuu niin, että valitaan, tai toisin sanoen ohjaaja valitsee jonkun omasta mielestään kiinnostavan suuren tarinan yleensä. Meillä on ollut jopa Lasarus Raamatusta ja Kuningas Lear ja Punahilkka, jonka pohjalta esiintyjät itse ohjaajan dramaturgin kanssa kirjoittaa oman näköisensä tarinan. Ja sitten siitä se lähtee, eli itse kirjoitettu ison ikuisen tarinan pohjalta, joka sitten nousee lavalle. Et pour nos projets, on part d'une histoire. C'est le metteur en scène qui choisit une grande histoire. Donc nous avons utilisé des histoires, par exemple de la Bible, il y avait le Saint Lazare, et on a également utilisé l'histoire du roi Lear ou le petit chaperon rouge. Et donc on a une histoire connue, mais on n'a pas de texte. Donc ça c'est les participants qui eux-mêmes créent ce projet et créent le texte. Semmoinen, mikä tässä aikaisemmin vähän viitattiin siihen, että miten saada asenneilmapiiri esimerkiksi ihmisillä yhteiskunnassa niin, että on ihan ok, että tehdään vankien kanssa taidetta. Niin ihan sama asia vankilassa, että vangeilla on aika vahva asennemaailma, tyyli viranomaisia, poliiseja, henkilökuntaa kohtaan, ennakkoluuloja. Ja jotta kun me tehdään teatteria, niin meidän periaate on myöskin, että me ei kauheasti keskustella siitä siitä problematiikasta eikä juuri näistä rikoksista, vaan kirjoitetaan sitä siihen tarinaan sitten, mitä sinne tuleekaan. Ja tämän koen, että tämä estää tämmöisiä heimosotia, että mitä tapahtuu, että vartijat vastaan vangit, taiteilija, joka tulee ulkopuolelta on hyvä ja kiltti, ja sitten ne, jotka joutuu vartioimaan, niin ne on tuhmia ja tällaista vaan, että tehdään vaan sitä asiaa. Ja sitten he keskustelevat siitä, että mitä niin kuin muita ongelmia, niin muiden työntekijöiden kanssa tai terapeuttien tai näin poispäin. Et donc il y a beaucoup d'émotions dans le jeu parce que il faut créer une atmosphère qui permet d'avancer. On a discuté ce matin de l'opinion publique et pour que l'opinion publique accepte que l'art et le théâtre puissent être apportés en prison. Mais également en prison, il y a beaucoup de préjugés, que les détenus ont des préjugés concernant l'administration, la police, le personnel, etc. Et donc en fait, on ne parle pas de situation en prison, on ne parle pas de problématiques de prison, que nous écrivons notre histoire et cette approche permet d'éviter
des guerres de clans. Donc on va pas arriver dans une situation où d'un côté il y a les surveillants qui sont les méchants, ou d'un côté il y a les détenus, ou l'artiste qui vient de l'extérieur qui est bon, etc. Et donc on se concentre sur notre projet, et tout ce qui est autour, les détenus peuvent en discuter avec d'autres personnes, avec les thérapeutes, etc. Une approche nuancée donc. Comment de quelle manière vos interventions en prison influencent votre création, votre travail artistique ? Varmasti monella tavalla. Se on aina vuorovaikutusta. Ja oikeastaan vastaan sitten tässä ihan samalla viimeiseen kysymykseen, että ehkä me ollaan valppaampia tai pyritään olemaan valppaampia ja silti pidetään kiinni sitä. Mulla on semmoinen periaate, että ohjaajan on tehtävä aina sellaista teatteria, jota haluaisi itse katsoa. Eli pitää tiukasti kiinni siitä taiteellisesta näkemyksestään, eikä ajatella, että nyt kun tässä on tämmöinen ryhmä, niin mennään tästä, mistä aita on matalin tai jotain sen tyyppistä. Et sillä tavalla se vaikuttaa, että pitää tiukemmin kiinni itsestään myös. Pitää vapaasta mielestään kiinni. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup d'influence, beaucoup d'effets, parce que le théâtre c'est toujours de la réciprocité, il y a des relations. Et je voudrais ici répondre également à la dernière question concernant cette situation. Donc je dirais que en fait on doit être plus vigilant, parce qu'il faut garder ses idées en tant que metteur en scène, qu'on ne va pas chercher de passer là où c'est le plus facile, faire des compromis parce qu'on travaille avec un tel groupe, on pourrait se permettre de faire un peu moins bien. Mais non, il faut garder l'esprit qu'on veut toujours faire un travail, une mise en scène qu'on souhaiterait soi-même voir. Donc il faut garder l'esprit et garder sa liberté d'artiste. Merci beaucoup, Annele. On va revenir en France maintenant avec un focus sur la collaboration entre une artiste et un partenaire culturel, Olivier Aguet et le Phare. Olivier Aguet, présentez-nous l'atelier de soi, cette action culturelle que vous avez mise en place à la Maison d'arrêt pour femmes de Caen. Alors en fait, au départ, c'est une proposition pour moi, dans mon cas, du pôle Image Haute-Normandie, qui en 2013 m'a proposé d'exposer et ensuite de mener un atelier de pratique photographique avec des femmes détenues. Voilà. On a déjà un petit aperçu sur il y a peut-être des la première slide, en fait, et on a d'autres images qui vont suivre. En fait, au départ, j'ai proposé une idée pour l'atelier toute simple, qui était de reprendre la place du photographe, entre guillemets, commercial, qui venait jusque-là dans la prison et qui réalisait pour les femmes détenues des portraits d'elles qui étaient destinées en fait à sortir de la prison, donc pour les familles et notamment les enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes détenues qui ont des enfants. Donc voilà, au fur et à mesure, en fait, l'atelier a évolué, a été remodelé et de cette première expérience en 2013, au cours de laquelle j'ai fait ces portraits, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes et que j'ai eu envie d'approfondir en fait, et notamment cette question de l'absence du regard de l'autre. Voilà, comment en tant que femme on peut vivre dans la prison et dans l'absence du regard de l'autre, de la société, de son amoureux, de ses enfants, de tout ça quoi. Jusqu'alors c'était un monde qui vous était complètement inconnu. Ah complètement oui. Ouais. Qui me faisait très peur et qui m'attirait en même temps. Mais je leur ai dit d'ailleurs le premier jour quand j'ai exposé, je leur ai dit que j'avais très très peur d'être en face d'elles, mais que j'avais aussi très très envie de les rencontrer, d'échanger. Donc voilà. Et au fil du temps, je dirais que j'ai eu l'idée d'apporter des carnets vierges, en plus des photographies que je réalisais, et de les inviter à se raconter, à écrire, à piocher dans des livres de poésie, de philosophie, d'aller chercher des choses très intimes d'elles. Et comme disait tout à l'heure Annele, une chose très importante, je ne les voyais pas du tout comme des femmes détenues finalement, je les voyais vraiment comme des femmes
voilà, comme moi, quoi. Et finalement, elles m'ont elles-mêmes aidé, moi aussi, à sortir de mon propre emprisonnement. Il y a quelque chose, il y a une réciprocité, une vraie relation qui se crée, quoi. Et donc là, vous avez des extraits de carnets qui ont été réalisés précédemment par une femme polonaise, là par une femme française. Là encore, un peu comme la question que je posais tout à l'heure à Annelé, de quelle manière votre intervention en prison influence-t-elle votre création, votre travail artistique ? Alors, je ne sais pas si elle l'influence. Moi, je pense qu'elle est au cœur, en fait, de mes questionnements artistiques depuis 20 ans, qui portent sur cette question de la femme, enfin des femmes, dans leur image et leur représentation dans la société, et notamment de communautés féminines isolées, stigmatisées, sacrées aussi, parce que je vais dans des univers différents, tels que des religieux démoniales qui vivent cloîtrées, des détenus donc en prison, mais aussi des ouvrières d'une usine. Là, je commence un projet au Palais de la Femme à Paris, avec des femmes qui sont accueillies en résidence sociale, 500 femmes qui viennent de toute nationalité, qui sont amenées à vivre ensemble et voilà, dans lesquelles il y a beaucoup de difficultés. Donc c'est un questionnement philosophique, spirituel aussi, j'ai entendu tout à l'heure, qui regroupe toutes ces questions-là. Et tout ça se nourrit, en fait, les projets se nourrissent les uns et les autres. Et ils sont aussi un questionnement sur sur l'espace et le temps, parce que ils se perpétuent, en fait. Ces femmes, il a fallu les mettre... Je passe pas de la prison au monastère. Je reviens au monastère en même temps que je reviens en prison, quand même. Il y a des allers-retours. Et je leur ai proposé aussi d'entrer en... On a fait ça récemment cette année à Caen avec Mathilde Bénard, que je remercie. Voilà. Donc, grâce à qui ce projet à Caen a été très, très riche cette année, parce que grâce à elle, il y avait déjà cette relation, très bonne relation avec les surveillantes, et c'est très important, quoi. Mm-hmm. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Ouais, voilà. Oui. Donc j'ai proposé aux détenus, merci, de poser des questions religieuses d'un monastère de Bretagne. Ouais. Et les sœurs ont répondu aux détenus, et on a lu ça lors de la restitution cette année à Caen. C'était assez intéressant. Donc ça, c'est des questions que j'aimerais continuer, quoi. Mmh. Pour revenir à l'atelier de soi, comment ces femmes détenues ont accueilli votre appareil photo, le rapport à l'image? Il a fallu les mettre en confiance? En fait, ce sont elles-mêmes qui s'inscrivent. Donc déjà, elles ont envie. Il y a une démarche. Oui, voilà. On fait passer une petite carte postale, on les informe du contenu de l'atelier, elles sont prévenues, voilà, elles débarquent pas là par hasard, elles savent qu'elles... Enfin, elles ont envie de s'interroger par rapport à cette question de l'image de soi, du regard de l'autre, d'intimité. Voilà. Après, la question de pourquoi elles sont là, on ne la pose pas. Et on est là pour parler vraiment de ce qui vient, quoi. On a un aperçu de ce travail en photo. On ne voit aucun visage sur l'ensemble des portraits? Pour l'instant, sur les notes là, non. Sur cette série-là, en tout cas, sur ce travail ici, c'est comme ça. Ouais. Et il y a 3 images qui sont... Ces 3 images... Enfin, voilà, en fait, ce sont les 3 mêmes femmes qui sont en tenue d'opéra, maquillées. Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Myriam et avec le Théâtre de Caen. Et ensuite, ces 3 femmes sont aussi venues dans l'atelier que j'ai poursuivi avec elles. Et donc on les voit dans les tenues de pyjama et de chemise de nuit, et avec des éléments qu'on leur donne en prison. Donc débarrassées complètement de leur goût vestimentaire. Propre à elles. Propre à elles, quoi. Voilà. Et donc j'ai mis ces images en regard de ces autres portraits d'elles-mêmes, où elles sont beaucoup plus... Enfin, voilà, c'est plus une image fantasmée, rêvée, où elles peuvent se rêver en tenue il y a une réalité un peu crue, et il y a une réalité fantasmée. Et entre les deux, il y a le carnet. Ouais.
Voilà, c'est comme ça que je présente un peu en triptyque ces images, quoi. Vous avez évoqué à l'instant le projet sur les journées de l'opéra, Myriam Kaldi. Vous l'avez mené avec le Théâtre de Caen, où vous avez croisé, enrichi le travail, le projet d'Olivier Aguet. En quoi ces rencontres et ces projets s'enrichissent du contact avec la prison ? Alors, en fait, les journées de l'opéra, en fait, c'est une initiative qu'on a eue avec le Théâtre de Caen il y a 3 ans. C'est la 3e édition cette année. Et en fait, donc, comme beaucoup d'événements, à l'origine, les journées de l'opéra, donc c'est un événement qui est organisé en tout public pour faire connaître l'art lyrique du grand public. Mais comme souvent, le public qui vient sur ce genre de manifestation, c'est un public qui est déjà sensibilisé, qui connaît déjà un peu. Pour qui ce n'est pas complètement étranger. Et en fait, quelle que soit la discipline artistique, on se rend compte que beaucoup de personnes, donc que l'on nomme parfois les non-publics, s'auto-excluent des dispositifs. C'est-à-dire souvent on s'imagine que les freins sont d'ordre financier, d'ordre logistique, mais en fait on se rend compte souvent que même quand c'est à proximité, que c'est gratuit, en fait il y aura certaines personnes qui sont éloignées des pratiques, du coup, qui ne viendront pas. Donc, le phare travaillait déjà depuis de nombreuses années en milieu pénitentiaire, et on s'était dit, comme on était partenaire du Théâtre de Caen, par ailleurs, sur les journées de l'opéra, sur la manifestation tout public, on s'est dit qu'on pouvait emmener les journées de l'opéra en prison, et que ça pourrait venir étoffer un travail que l'on menait, nous, depuis déjà quelques années, autour de la pratique du chant, etc., etc. Donc l'enjeu, ça a été d'emmener les journées de l'opéra, donc avec les costumes, mais aussi les professionnels, donc les maquilleuses, costumières, pour faire connaître l'opéra. Donc au départ, c'est un projet qui semble pas évident, parce que c'est un peu parachuté. On fait le lien avec l'extérieur, mais ça arrive en prison, pourquoi au quartier femmes ? Enfin, il y a quand même on peut se poser beaucoup de questions sur la présence de ce projet en détention. Et en fait, après une première médiation, en fait, qui explique ce qu'est l'opéra et qui fait écouter, en fait, en faisant écouter quelques œuvres, montrant quelques photos, etc. Ben, finalement, le public se rend compte que finalement, c'est pas si éloigné, parce que des arts d'opéra, il y en a dans la publicité, il y en a dans le cinéma. Et là où des publics, a priori, pourraient dire bah non, en fait, je connais pas, c'est réservé à une élite, c'est pas pour moi, et donc s'auto-exclure, finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir une accroche et donc une curiosité. Donc ensuite, le fait de relier en fait les deux projets, donc pour revenir à votre question, c'est vrai que le plus souvent en fait quand des artistes vont en détention, moi ce que j'ai constaté depuis plusieurs années, c'est qu'il y a quand même une dimension, ça revêt une vraie démarche militante. Dans un processus ordinaire, l'artiste ou l'intervenant culturel en fait présente sa proposition et c'est le public qui vient vers lui. Quand l'artiste fait la démarche d'aller rencontrer le public, et encore plus en détention, parce qu'il s'agit quand même de passer des portes, etc., de montrer sa liste de matériel, enfin, il faut quand même se plier aux contraintes de l'établissement pénitentiaire, ça revêt quand même une vraie dimension militante. Et donc, on rencontre un public qui n'est pas conquis d'avance, et donc l'artiste doit, en plus de présenter son travail, souvent justifier un peu sa démarche. Comme le disait Olivia, du coup, bah, voilà, expliquer aussi, parler de son sentiment. Enfin voilà, j'ai peur d'être là, de vous rencontrer, mais en même temps, je suis contente de vous voir et j'ai envie de travailler avec vous. Donc c'est une rencontre avant tout humaine, en fait. Avant de rencontrer un public ou des participants, on rencontre des personnes. Et cette proximité, en fait, fait qu'il y a souvent des échanges qui sont très très forts et très très riches, parce qu'il y a un climat de confiance qui s'établit au-delà de la simple proposition artistique. Souvent, disons qu'il n'y a plus de vernis social, quoi. Il n'y a plus de, vous voyez, tout est transparent. Enfin, c'est complètement sincère, quoi. Je veux dire, tout ce qui sort est. Tout à fait. Donc, du coup, ça crée vraiment un dialogue en fait entre l'artiste et les participants, et on n'est plus dans une proposition où l'artiste a un discours intentionnel que le public reçoit, mais il y a forcément un échange en fait et une conversation qui s'établit. Hannele, que vous inspire le projet d'Olivia, les projets du phare, et quelle différence voyez-vous entre ce qui se fait en France, à la lumière de ces projets, et ce qui se fait en Finlande ? Varmaan tilanne Ranskassa ja Suomessa on ihan samanlainen ja hyvin erilainen. Se riippuu
puhuu kauheasti laitoksista ja niistä vankiloista. Je pense que la situation en Finlande et en France est en même temps similaire et complètement différente, parce que ça dépend beaucoup des établissements. Ja tässä suhteessa ehkä vaan sanotan tätä vähän eri tavalla, että ajattelen niin, että taiteessa on aina kysymys kohtaamisesta ja siitä, että pystyn katsomaan kohtaamisesta, dialogista ja siitä, että pystyn katsomaan toista, sinua ja itseäni uusin silmin ja löydän uusia polkuja sinun luoksesi. Et je pense que dans l'art, il est toujours question d'une rencontre et de dialogue et de la capacité de regarder l'autre, de regarder comment toi tu es et regarder moi-même avec des yeux ouverts et de trouver des nouvelles pistes qui nous permettent de nous rapprocher. Ja tämä mahdollistaa myös, aina ajattelen niin, että ei ole kysymys vaan minusta ja siitä ryhmästä, vaan aallot menee tosi paljon pitemmälle. Eli tässä tapauksessa, jos harjoitellaan, tehdään töitä vankilassa, niin myös niihin vartioihin, niihin viranomaisiin, myös siihen yleisöön, myös niiden ihmisten läheisiin, joiden kanssa teet töitä, ja sitä kautta yhteiskuntaan, joka vahvistaa meidän valitettavasti niin usein haurasta yhteiskuntaa. Et je pense que dans la situation de rencontre, il n'y a pas seulement moi et le groupe, mais il y a des vagues dont la portée va beaucoup plus loin. Parce que quand on est en prison, donc, il y a pas seulement les surveillants qui sont concernés, l'administration, il y a le public, après il y a les proches des détenus, etc. Et par rapport à ça, on arrive à toute la société et ça permet de renforcer notre société qui est quand même dans une situation très fragile. Justement, Myriam, même question pour vous. Quelle différence majeure voyez-vous entre ce qui se fait en Finlande et le projet d'Olivia et ceux menés par le phare? Alors, pour tout vous dire, en fait, j'avais pas énormément connaissance en fait de ce qui se faisait en Finlande avant la journée d'aujourd'hui. Je me rends compte que dans le processus, on procède à peu près de la même manière, dans la manière dont on invite les artistes à travailler, qui s'intéressent plus, comme disait Annelle, en fait, au processus qu'à la création finale ou à la production. Je crois qu'on utilise à peu près les mêmes méthodes de travail. Maintenant, c'est plus en fait sur le rôle et la mission en fait des établissements pénitentiaires en fait que j'ai l'impression qu'il y a une différence. En France, je crois, alors je ne suis pas experte du secteur, mais je crois que la réinsertion est vraiment portée par le SPIP, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et on s'intéresse à la réinsertion plutôt en fin de peine ou alors une fois que la personne est sortie de détention. J'ai le sentiment, avec tout ce qu'on a écouté aujourd'hui, qu'en Finlande, en fait, c'est au quotidien, c'est une réalité quotidienne, en fait, cette question de la réinsertion et de ne pas de maintenir les droits. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, quand on nous parle d'un accès à Internet pour faciliter les démarches administratives, enfin en France on n'en est pas là du tout, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Et le fait de maintenir des droits de personnes qui ont été condamnées à une privation de liberté, je pense que enfin voilà, les lieux dans lesquels on intervient n'ont pas le même rôle ou la même fonction. Ce matin, on a vu un surveillant qui disait qu'il avait un rôle d'assistant social. Bon, ça doit exister en France, mais je ne sais pas si c'est très très répandu. Olivia Gay, je sais que vous photographiez les univers de femmes depuis 1998, c'est ça? Je dis pas de bêtises, à peu près. Est-ce que votre travail en prison va faire naître de nouvelles orientations à votre création artistique hors prison? Comme je vous le disais, en fait, tout ça se nourrit. Non, en tout cas, je vais essayer de poursuivre, d'approfondir et de notamment approfondir la question de la relation, de ce que je peux leur apporter et voilà, trouver l'équilibre entre ce qu'on appelle là l'atelier et les images que je peux faire pour
par rapport à mon travail et trouver ce juste, voilà, ce juste, pas milieu, mais en tout cas équilibre. Oui, un équilibre vraiment qui est au cœur de toutes mes recherches, mais comment voilà, donner une entière place à l'autre dans un travail dont le questionnement est d'abord social, sociétal, et voilà, c'est vraiment... et comment à chaque fois, dans ces univers-là, elles passent de leur situation, j'allais dire, personnelle, individuelle, au groupe, à la communauté. Voilà, comment on sort de soi, comment on peut sortir de soi. Voilà, donc là, je pense qu'on va continuer en 2017 à Caen, et j'aimerais, en tout cas, à partir dans le prochain atelier, ouvrir aussi l'atelier aux surveillantes, justement. Les associés à ce travail. A priori, il y en a 2 qui seraient partantes. Voilà, donc, essayer de travailler aussi sur la relation qui existe à l'intérieur, entre elles, entre ces femmes, qui ont des positions difficiles, quoi. Pour les surveillantes, c'est difficile aussi. Et essayer aussi de leur apporter quelque chose, quoi. Et voilà, j'entendais hier cette émission sur France Culture. Il y avait Jean-Luc Nancy qui était invité dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Sur la question du renoncement, et il a dit une très belle phrase qui est laisser s'exposer le tracé de notre être en commun. Voilà, continuer à laisser s'exposer le tracé, voilà, comme en théâtre, quoi, ce qui advient de cette mise en relation, que ce soit une équipe ou un groupe de théâtre, ou que ce soit moi toute seule avec elle, enfin voilà, qu'est-ce qui... Voilà, c'est pas forcément, on sait pas forcément ce qu'on va faire quand on arrive en tant qu'artiste, ce qu'on va faire quand on arrive dans un univers comme celui-ci. Donc, faut être prêt à laisser venir. Il y a quand même des fenêtres qui s'ouvrent malgré tout, même dans le noir. Et c'est ce qui m'intéresse en tout cas. Vous parlez de fenêtres, on parle à la petite lucarne. Je sais que vous êtes très humble, mais votre travail a été relayé dans une émission de Frédéric Tadei, émission culturelle de France 2. Vous avez dit que vous le disiez pas. Mais il ne faut pas faire confiance à la journaliste. Un mot sur le passage, le relais dans cette émission. Bon, certes, destiné à un horaire un peu toujours tardif, les émissions culturelles à la télé, mais enfin, sur un médium national. De quoi s'agissait-il exactement? C'était par rapport au travail sur les ouvrières, justement, sur l'usine. Une petite usine de cartonnage à l'Aigle que j'ai commencé à photographier en 2008, dans laquelle je continue à aller, et aussi tout un ensemble en fait, de différents travaux photographiques que j'ai fait avec les dentelières de Calais, sur le travail ouvrier. Voilà. Donc pour illustrer une émission sur la question du travail qui est passée ce mardi, là, je crois, sur France 2. Hier, aujourd'hui, demain, c'est ça. Ils ont utilisé quelques-unes des photos de cette série-là parce qu'en fait, ils ont tout un dispositif qui est assez intéressant, en même temps qu'il y a l'échange avec les intellectuels, les écrivains, ou enfin, c'est pas toujours des écrivains d'ailleurs, il y a aussi des réalisateurs, enfin, sur des questions diverses. Il y a toute une mise en scène de l'image. Je trouve ça assez intéressant d'amener l'image sur le plateau de la télévision. En même temps, ils ne parlent jamais des images, mais elles sont là et elles défilent. Et parfois, c'est un extrait de film. Voilà. Mais je n'ai pas vu l'émission encore. Donc, mais je sais que bon... Voilà. Bon, peut-être certains d'entre vous dans le public l'ont vu. Et justement, à vous de vous donner la parole maintenant et de réagir, rebondir, poser vos questions à la suite des propos tenus par nos intervenants qui souhaitent se manifester au micro tendu par Laurent Brixtel, obtenir des précisions, interroger nos intervenants. Je crois que tout le monde est fatigué là. Mais non, ils boivent nos paroles, c'est tout. Petite question dans la salle. Petite réaction. Oui, on va vous tendre le micro. Voilà, faites le relais. On vous écoute. Bonjour, présentez-vous.
Bonjour, oui, je voudrais demander à Annele Martinen combien de temps elle travaille avec les personnes détenues à la préparation d'une pièce, et une fois que le spectacle a eu lieu, est-ce qu'elle continue à travailler avec les mêmes personnes, est-ce qu'elle travaille dans d'autres établissements, voilà, est-ce qu'il y a un partage après aussi la représentation, et de quelle nature? Merci Madame pour cette question. Annele Martikainen vous répond. Osa tietysti joutuu vielä suorittamaan tuomiotaan, että joissakin vankiloissa, kun ollaan seuraavaa produktiota tehty samassa vankilassa, niin on saattanut olla samoja esiintyjiä. Toki jokaisen esityksien jälkeen, jokaisen produktion jälkeen meillä on purkutilaisuus, mutta tarkoitus on, että voidaan mennä eri vankiloihin, mutta sitten taas vankila itse ja Rikosseuraamuslaitos pyytää meitä vetämään niitä projekteja. Mutta täällä oli tällainen kysymys, meillä ei ole mahdollisuutta eikä välttämättä edes halua niin kuin semmoisen pitkään jatkoprosessiin sitten sen esityksen jälkeen, että me ollaan rakennettu se niin, että se purku pyritään hoitamaan niin, että ei jätetä ihmisiä tyhjään tilaan. Donc, bien sûr que ça dépend des peines que les personnes sont en train de purger. Donc, il y en a peut-être qui restent en prison et qui vont participer au projet suivant dans la même prison. Mais en fait, après chaque projet, nous faisons un débriefing où nous parlons essayons de vider ce projet, arriver jusqu'au bout. Après, il peut y avoir d'autres prisons, des demandes des autres prisons, et également l'Office des sanctions pénales qui peut nous demander d'intervenir dans une autre prison. Donc nous ne cherchons pas d'avoir des projets très très longs. Nous essayons d'arriver toujours jusqu'au spectacle, après faire le débriefing pour pouvoir aboutir, finir un projet. Taisi olla aika sekava vastaus. Tuliko tästä selvä? La réponse était peut-être un peu confuse, donc est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Je crois qu'on a bien compris. C'est bon pour vous? Joo, meillä on Kati, kiitos Kati. Meillä on aina yhteyshenkilö vankilassa, joka on vankilahenkilökuntaa, ja aika usein se on psykologi tai sosiaalityöntekijä, joka jatkaa sitä purkua sit siellä vankilan sisällä ja kuulostelee tuntoja ja tarvitaanko sitten vielä jonkinlaisia, että ollaanko romutettu tilanne ja tarvitaanko jatkotoimenpiteitä. Donc, merci Cathy pour cette remarque. Donc, effectivement, quand on a notre débriefing, il y a toujours quelqu'un de la prison, du personnel qui participe. Et c'est souvent un psychologue ou un travailleur social, et donc qui est présent, qui après va voir est-ce que après notre débriefing, est-ce qu'il y a besoin de continuer le processus, est-ce qu'il faut encore discuter de ce projet, ou comment il faut terminer. Excusez-moi si oui, je peux me Myriam, permettre pour compléter par rapport à votre question de tout à l'heure, justement sur la différence entre les projets menés en France et les projets menés en Finlande. En France, on a pris l'habitude, heureusement, d'évaluer nos projets quand ils sont menés, quand ils arrivent au bout et quand ils sont terminés. Mais c'est souvent de l'auto-évaluation. Et du coup, cette remarque, en fait, me rappelle ce qu'on a vu ce matin. Enfin, on a vu, je crois, une sociologue qui était invitée, en fait, à prendre part à un projet culturel. Et c'est vrai que cette évaluation, j'ai envie de dire, qui est confiée à un regard extérieur, à une compétence autre, je pense que c'est un véritable atout, une véritable richesse. L'auto-évaluation, évidemment, elle est indispensable, mais je pense qu'elle ne suffit pas. Elle a ses limites. Elle ne suffit pas, absolument. Retour en salle, autre question, autre remarque, autre témoignage parmi notre public, français mais aussi finlandais, hein, n'hésitez pas, hein, notre espace Finlande, là-bas peut réagir. Oui, on vous tend le micro, merci de vous présenter.
Bonjour, Nicolas Merle, je suis au ministère français de la Culture. Vous avez parlé les unes et les autres rapidement de l'importance, au-delà des détenus, d'associer d'autres personnes, donc évidemment les surveillants, l'administration pénitentiaire et les familles. Est-ce que dans vos différents projets, la famille, ça a été un volet dès la genèse du projet, ou est-ce que, à contrario, la famille des détenus, je veux dire, a été associée à un moment de valorisation, à un moment de rencontre? Je vous remercie. Merci pour cette question. Olivier Gué, peut-être on commence par vous. Quand le Pôle Image m'a proposé d'exposer en 2013, la première année à Rouen, la première consigne, c'était aucune image d'enfant, aucune image qui puisse faire réveiller des... Vous voyez ? Et donc, la question de la famille, elle est un peu tabou, quoi. J'ai l'impression... évidemment, on l'évoque avec les femmes... Quand on est ensemble dans l'atelier, il y a plein de choses qui émergent, mais personnellement, non, c'est pas quelque chose c'est pas un domaine qu'on explorer. Moi, pour ma part non plus, pour rejoindre ce que disait Anne-Le tout à l'heure, il est vrai que les actions, on sait qu'elles rayonnent indirectement, parce que les participants, les personnes qui participent au projet, s'imagine bien qu'elles racontent leur journée, leur semaine, donc elles en parlent pendant les parloirs. Ça, peut-être des productions qui sortent. Quand il y a eu des productions matérielles, évidemment, on s'imagine que ça circule. Mais à ce jour, on n'a pas directement inclus les familles. On l'envisage. Des fois, là, on a un projet, par exemple, avec une maison d'arrêt, la maison d'arrêt de Coutances, et une salle de musique actuelle, d'organiser un concert, peut-être, à l'occasion des fêtes de Noël, dans le parloir, peut-être, pour les familles. Mais ça ne fait pas l'objet vraiment de projets. C'est sur une action, en tout cas de mon expérience, moi c'est sur quelques actions, mais on n'est jamais sur des projets très étoffés. Après, je sais que Mathilde voulait exposer certaines photos dans le parloir, donc pour qu'elles soient vues justement des familles. Je ne sais pas si ça a pu être fait, Mathilde. Attendez, on va vous tendre le micro, ça peut être important qu'on fasse un point là-dessus, qu'on vous entende bien, notamment pour nos caméras. Voilà. Représentez-vous, Mathilde, s'il vous plaît. Donc, je suis Mathilde Bénard, coordinatrice des actions culturelles pour le SPIP du Calvados, à Caen. Donc, il y a des projets culturels où la famille est au cœur du projet, où l'objectif principal est le maintien des liens familiaux. Donc, ça peut être des projets de création de contes où on enregistre une histoire, un peu les mêmes exemples que les Finlandais tout à l'heure, où on transmet après le support pour les enfants, pour qu'ils puissent écouter les histoires du papa le soir. Ça, c'est des projets qu'on fait, mais dès le cœur du projet est vraiment l'objectif familial. Après, l'ensemble des projets culturels qu'on mène en détention ont effectivement un impact indirect sur la famille, soit par la production qui ressort. Les photos d'Olivia, où les femmes étaient sublimées, ont été transmises aux femmes en petit format pour que ça puisse partir au courrier et être envoyé à la famille. Donc c'est plutôt des chemins indirects où les créations artistiques, les dessins, les peintures sont ensuite sous des formats qui puissent être transmis lors des parloirs familiaux. Effectivement, tous les projets culturels sont extrêmement valorisants pour les personnes détenues et c'est des choses qui sont forcément transmises, des discussions lors des temps de parloir, vu que ça permet aussi à la personne détenue de se sentir revalorisée par rapport à sa propre famille, par rapport au fait qu'elle est incarcérée. Très bien. Hannele, là-dessus, sur l'intégration des familles de détenus dans les projets. Meillä ei ole kokemusta siitä muuten kuin niin, että koska esitykset on julkisia ja ne on niin kuin ihan perusteatteriesityksiä, jotka näyttämöllä esitetään, niin ensimmäiset, jotka niitä tulevat ensi-iltaan katsomaan, on meidän esiintyjät kutsuu omaisensa paikalle, jos haluavat katsomaan. Ja se on ehkä ollut semmoinen ensimmäinen asia, joka muutti minun suhdettani vuonna 2009, kun meidän 8 naista meni Hämeenlinnan kaupunginteatterin suurelle näyttämölle ja oli tämmöinen karonkka, eli omaiset sai tavata näitä naisia ja kuulin, kun semmoinen
murrosikäinen, aika rajun näköinen nuori poika, jonka äiti oli ollut huostaan otettuna, huostaan otettuna käytännössä katsoen koko iän, jonka hän muisti, niin hän sanoi, että kirosi rajusti ja sanoi, että niin sanotusti ehkä kaikki suomalaiset kestää vittu meidän mutsi. Ouais, donc nous n'avons pas vraiment d'expérience d'intégrer les familles, sauf qu'après les spectacles, ou dans les spectacles, parce que comme c'est des spectacles publics sur la scène d'un vrai théâtre, donc pour la première du spectacle, les participants peuvent inviter leur famille. Et donc, selon leurs souhaits, est-ce qu'ils souhaitent les inviter ou pas. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné et qui a changé mon idée sur ces relations, c'était en 2009. Il y avait 8 femmes qui participaient à un projet et on a monté la pièce sur la grande scène du théâtre de la ville de Hamelin. Et après le spectacle, donc il y avait la rencontre avec les spectateurs et entre les spectateurs et le public. Il y avait un jeune garçon, un adolescent qui avait été dans une famille d'accueil pratiquement depuis toujours. Et puis à la fin, il a sorti des gros mots. Il a dit mais putain, mais c'est ma maman. Allez, retour en salle pour d'autres questions, d'autres réactions de la part de notre public sur notre thématique. Oui, on va vous tendre le micro. Merci de bien vouloir vous présenter. On vous écoute. Cécile Guérin, je suis coordinatrice culturelle pour le SPIP de la Manche. Donc ça concerne 2 maisons d'arrêt, la maison d'arrêt de Coutances et la maison d'arrêt de Cherbourg. Donc le poste est porté par le Trident, ça a été dit ce matin. Absolument. Je voulais juste réagir par rapport aux familles, parce qu'effectivement des projets sont menés en direction des familles. Par le SPIP de la Manche, j'ai fait... Notamment, j'ai travaillé avec la médiathèque de Coutances cette année 2016, où on a vraiment travaillé dans les parloirs. Au cœur était bien sûr la famille, puisqu'on a travaillé autour du livre jeunesse. Donc les pères ont pu travailler à la conception d'un tablier de contes. L'objectif était bien sûr de transmettre ce tablier de contes aux enfants dans un temps prévu en parloir, un temps très convivial puisqu'on avait convié également une conteuse, un temps musical et de contes qui a permis un échange entre les pères et les familles, des liens qui sont souvent quasiment inexistants pour le moment de la détention. Et pour ce faire, pour réaliser tout ce projet, il a bien sûr fallu travailler aussi avec des associations liées avec les familles. Alors pour ce qui concerne la maison d'arrêt de Coutances, ce fut le Secours catholique, puisque le Secours catholique est aussi beaucoup en lien avec les familles, et c'est même des accompagnants du Secours catholique qui ont pu accompagner certains enfants qui ne pouvaient pas être accompagnés par les familles. Voilà pour les projets. La famille peut être vraiment au cœur des projets culturels menés en milieu pénitentiaire. Et on peut aussi travailler avec les femmes des personnes détenues. On parle des enfants, mais les femmes peuvent être aussi au cœur des projets, puisque cette année, on a mené un atelier d'écriture également en direction de ces femmes. Et le lien peut bien sûr être fait ensuite en parloir, puisqu'il y a une transmission des écrits qui sont faits directement. Merci pour cette illustration et d'avoir souligné tout cela. Une ultime question, réaction dans la salle, avant de conclure avec nos 2 derniers invités. Je rebalaye du regard la salle. Oui, Laurent? Non? Pas d'autres questions? Parfait, vos applaudissements à nos invités, à nos interprètes. Je vous invite à regagner vos places dans la salle. Je vous libère toutes. Et notre journée Culture Prison en France-Finlande s'achève. Je vais laisser le mot de la fin à 2 intervenants. J'appelle Lina Altonen, représentant du ministère de l'Éducation et de la Culture de Finlande, et Monsieur Servan, président du Centre régional des lettres de Basse-Normandie, pour une conclusion à 2 voix. Venez me rejoindre autour de la table. Voilà, prenez place, Madame Altonen et Monsieur Servan.
Et pas d'interprète pour vous, puisque vous allez nous faire votre intervention, Léna, en français. Et moi aussi. Et vous aussi, monsieur Servant. C'est moins exotique pour nous, plus attendu, en tout cas. Donc, Madame Aaltonen, on vous écoute. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que la langue... Bien près du micro, collez-le vraiment, qu'on vous entende bien. Si, il fonctionne, mais collez-le bien. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que la langue maternelle, c'est la patrie. Et maintenant, pour quelques minutes, je vais être expatriée et je vais le faire volontiers. Donc, j'ai le plaisir, ou plutôt l'honneur, de conclure très brièvement ce séminaire et en effet tout le séjour de notre petite délégation finlandaise ici à Caen. Aujourd'hui, c'était la journée de discussion. Une occasion unique de comparer le système pénitentiaire en France et en Finlande en ce qui concerne l'action culturelle, artistique et les prisons. Quand on traite un tel thème, on traite bien sûr en même temps toute la société et la politique sociale, culturelle d'un pays. On a pu constater bien sûr qu'il existe des différences, mais on a pu aussi constater qu'il y a beaucoup de choses communes à développer dans l'avenir. Hier, pour notre petite délégation, c'était la journée dedans. Ça veut dire qu'on a visité deux prisons ici à Caen. Et je pense que entendre parler, c'est une chose, mais sentir, voir, toucher, goûter, c'est une autre chose. Et je peux avouer que moi, personnellement, comme un bureaucrate d'État, hier, j'ai été complètement, en dehors de mon zone de confort. Et je pense que c'est justement cette expérience d'inconfort qu'on a besoin, qui nous oblige à vraiment réfléchir, de mieux comprendre et, dans le meilleur des cas, d'apprendre. Donc, 2 jours très intenses ici à Caen pour notre délégation. Et maintenant, il ne me reste que remercier très, très chaleureusement tous les organisateurs et surtout M. Laurent Brixtel, qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour la réussite de cet événement et de notre séjour ici en France et à Caen. Et je veux aussi, bien sûr, remercier très chaleureusement le Festival Les Boréales, dans le cadre duquel cet événement a pu avoir lieu. Donc, nous espérons de pouvoir continuer ce dialogue avec nos collègues français et la prochaine fois peut-être en Finlande. Donc, en un mot ou deux, merci, kiitos. Merci infiniment. Merci infiniment, Madame Aaltonen, pour ces mots qui nous font chaud au cœur, représentant du ministère de l'Éducation et de la Culture de Finlande. Au nom de la France et surtout au nom du Centre régional des lettres de Basse-Normandie. Au nom de la France, comme vous y allez. Monsieur Servant. Au nom du CRL, voilà, de l'ex-Basse-Normandie, je voudrais vous remercier tous de votre attention. Je ne voudrais pas abuser non plus de votre attention qui est mobilisée très fort depuis ce matin. Mais je voudrais vous partager avec vous l'enthousiasme que j'ai ce soir d'avoir constaté cet engagement, cette humanité, cette force. Vraiment, je suis ému. Donc merci à tous les professionnels finlandais, français qui ont témoigné, qui ont enrichi notre connaissance. Je suis très content que le 25e Festival des Boréales commence de cette façon. Je crois que c'est de bon augure pour l'avenir. Merci Laurent, c'était formidable. Et merci à vous, c'était formidable.
Merci infiniment André Servan. D'ultimes remerciements pour les partenaires, le CRL Normandie, Caen, les Boréales, la région Normandie, le gouvernement de Finlande, l'association Artsequa, le ministère de la Justice et le ministère de la Culture et de la Communication. Merci de votre attention. Très bon début de soirée à tous.